Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. On a eu le plaisir de recevoir Pierre Guillonnet-Dupeyrat, directeur de communication du Grand Prix de France, quelques jours avant la reprise de la Formule 1. Passionné de sport automobile depuis le plus jeune âge, Pierre a commencé sa carrière au sein de la FIA où il a occupé différentes fonctions. D'ailleurs, vous verrez au début de l'épisode, Pierre est assez modeste dans sa présentation, mais en fait il a fait quand même beaucoup de choses au sein de la FIA, jusqu'à côtoyer les hauts directeurs et en apprendre beaucoup à leur côté. Aujourd'hui en charge de la communication du Grand Prix de France, mais aussi responsable de la RSE, il nous a partagé les dessous de certaines collaborations et comment s'organise un Grand Prix au mythique circuit du Castellet. J'espère que vous apprécierez cet échange et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre, comment vas-tu ? Salut, écoute, ça va très très bien. Merci de m'accueillir dans votre podcast. Et écoute, Pierre, du coup, tu travailles donc pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Pierre. Pierre travaille donc en tant que directeur de la communication du Grand Prix de France pour notamment la Formule 1. Du coup, la première chose que j'aimerais te demander, alors on va avoir plein de questions. Forcément, on est excité par la Formule 1 et on le disait juste avant de commencer ce tournage. Parce que la Formule 1 a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques années. Mais avant de parler de tout ça, Pierre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, que ce soit professionnel, ce que tu veux, mais est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs ? Ouais, écoute, moi je suis charentais, je suis d'Angoulême. J'ai fait mes études là-bas, il y a peu de gens d'Angoulême, donc c'est important de le spécifier. J'ai fait une école de commerce à Bordeaux qui s'appelle l'INSEC. Et lorsque j'ai dû faire un stage de fin d'études, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse absolument dans ma passion, ce qui touche à ma passion qui était le sport automobile. Et j'étais même un peu plus rallye que Formule 1. Et donc j'ai postulé, fait une candidature spontanée à la FIA. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai eu diverses fonctions à la FIA et aujourd'hui au Grand Prix de France. Donc c'est marrant, tu es allé dans un métier passion de suite. C'est quoi, t'as commencé du coup en stage à la FIA ? Ouais, tout à fait. J'ai commencé en stage pendant 6 mois. J'étais chargé de com digital et vraiment, je tiens à le spécifier, c'était une candidature spontanée. Je voulais aller au marketing. On m'a dit non. On m'a dit un stage à la communication et j'ai dit oui. Du coup, c'était pour moi une super opportunité. Et je m'occupais de tout ce qui était social media, site web. On faisait une refonte du site web de la FIA. Et donc c'était une super première bonne expérience parce que j'étais en contact avec tous les départements de la FIA dès le début et ça c'était super intéressant pour la suite parce que ça m'a obligé à comprendre l'intégralité en fait de ce que faisait le sport dans la globalité, le sport automobile et ça a été super intéressant pour la suite. Top. Ouais, du coup, tu mentionnes que tu as commencé à la FIA et puis c'était hyper transverse au niveau de la com. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est la FIA pour notre audience et tout, parce que certains ne savent pas et certains se disent mais attends, la FIA, est-ce que c'est eux qui gèrent la F1 ? En fait, peut-être pas, ou alors ils font juste les règles pour la F1 et c'est business qui est dehors. Enfin, si tu peux nous expliquer un peu la relation FIA avec la F1 et l'ensemble des autres. Faudrait faire un podcast uniquement sur le sujet, mais la FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile, c'est une fédération internationale comme toutes les autres grandes fédérations sportives que tu peux avoir, la FIFA, etc. Et donc elle traite du sport automobile, mais pas que. Elle traite aussi de la mobilité. En fait, la FIA, c'est une association de clubs qui sont membres de la FIA. Donc ce sont des clubs sport et des clubs mobilité. Donc quand tu as des clubs sport, c'est tout ce qui va
toucher au sport automobile et des clubs mobilité. C'est tout ce qui va toucher à des sujets comme c'est pour la défense des droits des automobilistes. Et ça constitue le socle de la FIA. Et si tu vois, on revient là-dessus, c'est marrant parce que on le voyait peut-être moins avant, et maintenant on sent que la FIA essaye de prendre de plus en plus position là-dessus et essaye de plus en plus de sensibiliser justement les fans de motorsport sur les aspects de sécurité, les aspects de conduite, etc. Il y a eu des grands prix dans des zones où les femmes peuvent conduire que depuis quelques années. Ça a été quelque chose qui a été vachement mis en avant par la FIA et la Formule 1. On a aussi l'aspect sécurité avec forcément on pense à l'accident de Grosjean, mais pas que. Tout ça, du coup, c'est des thématiques qui sont, comment dire, abordées par une politique, c'est-à-dire il y a un président en place qui met une politique et qui dit j'ai tant d'années pour arriver à des objectifs. C'est des institutionnels plutôt qui viennent d'ailleurs et qui viennent avec d'autres idées. Comment c'est articulé en interne en fait? C'est une bonne question. C'est pas une question évidente. Tu as en fait toute une série de parties prenantes. Alors, je t'ai parlé des clubs, donc tu as des volontés et des politiques qui sont liées au club automobile à travers le monde. Ça reste les électeurs du président de la FIA, les présidents de clubs à travers le monde, et c'est eux qui sont qui constituent la FIA en tant que telle. Donc, eux sont vachement force de proposition sur des politiques globales, que ce soit de la sécurité, de la diversité, etc. Tu vas avoir aussi tes autres parties prenantes qui sont toute la partie business. La partie business sont les promoteurs avec qui tu travailles pour organiser les championnats du monde et les autres championnats européens. Donc là on parlait de Liberty Media, mais tu as aussi le promoteur de la Formule I, le WRC, etc. qui ont aussi des besoins eux de développer certains programmes, de développer en tout cas que ça soit du programme diversité, du programme sécuritaire, etc., etc. Et puis tu as aussi tout l'écosystème institutionnel mondial. La FIA elle fait partie, elle est affiliée au CIO, c'est une des grandes fédérations internationales. Donc avec toutes ces parties-là, en fait, tu constitues des politiques pour toutes tes parties prenantes. Je pense que tu donnes une bonne visibilité, et c'est marrant, dans ce podcast, on est rentré très vite dans le vif du sujet. On a fait une courte présentation de ton parcours, etc. parce qu'en fait, on est déjà, Je suis désolé. Ouais, non, mais, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, donc, quel est et c'est pour nos auditeurs aussi, pour resituer, quelle est la place de la FIA dans une organisation qui est la Formule 1, où finalement la Formule 1, on l'a dit, ça a été racheté par Liberty Media. L'objectif, c'est de créer de l'entertainment, de générer des revenus. C'est une société privée, donc elle a des objectifs en tant que société privée. Mais finalement, la FIA est un peu au-dessus d'elle pour régir le championnat. Comment ça cohabite ces deux écosystèmes? Déjà, c'est pas un secret, mais il y a forcément la FIA aussi veut aller dans le sens du spectacle. Son but, c'est pas limité à la création de revenus, parce que elle a des revenus à la suite, provenant de ce championnat-là qu'est la Formule 1, et c'est les revenus principaux de la FIA sont liés au championnat du monde de Formule 1. Elle va avoir un rôle d'arbitre et essayer un maximum d'aller créer de l'équité sportive, de l'égalité sportive, et de protéger ces valeurs-là. Donc tu vas avoir un fort, il y a les écuries qui vont tirer la couverture sur elle pour essayer de gagner le plus possible par tous les moyens, et de trouver des failles dans le règlement pour essayer d'être le numéro 1. Tu as Liberty Media qui va tirer sa partie de couverture pour essayer d'aller engendrer le plus de revenus possible, parce que c'est vraiment le parti show business, et t'as la FIA qui va plutôt tirer la couverture de son côté pour dire voilà, c'est du sport, certifier ça comme du sport, éviter qu'on se retrouve à certaines années de dominance et qu'on en arrive à se dire que c'est la voiture qui fait tout. Créer de l'équité, amener de la diversité, et légitimer la F1 en tant que sport. Voilà. Et encore dans tout ça, tu oublies du coup une autre partie prenante qui est le Grand Prix en lui-même. Et là maintenant, je fais un peu la transition aussi sur tes activités actuelles.
Et il y a aussi le Grand Prix qui doit défendre ses couleurs aussi pour déjà continuer à être programmé chaque année. Comment ça fonctionne aussi de ce côté-là? Parce que ça rajoute encore une complexité, j'imagine. Ouais, c'est un point important qui rentre plutôt dans le business model de Formula One et de Liberty Media, où nous, pour avoir une course en France, on paye un prix de plateau, on paye le droit d'organiser la Formule 1 sur le territoire français, comme les 22 autres courses aujourd'hui présentes dans le calendrier. Et ça, c'est une part de revenus très importante de Formula One. En fait, si tu veux, en tant qu'organisateur, nous, on traite directement avec Formula One. On n'a pas de lien particulier avec la FIA, d'accord? Le droit d'organiser une course dans un pays à travers le monde, il est délivré. Enfin, déjà, c'est Formula One et le pays en question qui vont discuter. T'as juste des contraintes techniques où il te faut un circuit homologué par la FIA. Mais ces contraintes techniques sont pas non plus très compliquées à résoudre, parce qu'à partir du moment que tu souhaites organiser un Grand Prix, c'est que tu as les ressources nécessaires pour aller construire, ou que tu as à disposition une piste. Donc je dirais que c'est plutôt un détail. Et nous, on traite directement avec Formula One qui lui aujourd'hui donc a 22, 23 Grands Prix. On en a un qui a été annulé récemment. Et sur ces Grands Prix-là, effectivement, tu as en composition des Grands Prix historiques. Je dirais qu'on fait partie de ces Grands Prix historiques, des Grands Prix européens. Donc tu as Spa, Monza, l'Espagne, Silverstone. Et puis après, je dirais que tu as des Grands Prix d'influence, entre guillemets, donc dans des nouvelles destinations qui n'étaient pas au calendrier il y a une vingtaine d'années, qui sont tous les pays du Golfe, Bakou, etc., etc. Et puis tu as d'autres pays pour constituer le championnat du monde qu'on toujours eu aussi, pas forcément dans l'historique, mais qui sont arrivés un peu plus tardivement. Mais voilà, hein, des grands prix comme, enfin, je vais me faire taper dessus, mais Grand Prix de Chine, Grand Prix du Japon, qui reste quand même assez vieux, mais qui est un peu moins vieux que certains. T'as toute cette typologie de Grand Prix qui permettent plusieurs choses. D'une part, de constituer le championnat du monde. Deuxièmement, de développer aussi des marchés broadcasters, de développer des marchés de sponsors, et aussi de légitimer ton produit Formule 1. Et si du coup on reste focus sur cet aspect Grand Prix et local, donc par rapport à tes fonctions aujourd'hui, ça fonctionne comment du coup l'organisation d'un Grand Prix en France? C'est quoi les différentes étapes? Et toi, c'est quoi du coup ton quotidien là-dedans? Je pense que c'est important de le comprendre. Nous, on est revenu au calendrier en 2018 après 10 ans d'absence. Avant, c'était à Manicourt. Là, c'est au circuit Paul Ricard, au Castellet, à côté de Marseille. Et en fait, c'est revenu sous l'impulsion de personnalités politiques de la région, et qui sont nos financeurs aussi, et qui ont monté ce projet-là, et qui, eux, passionnés, mais aussi voyant une opportunité de créer des retombées économiques pour le territoire et un rayonnement médiatique pour le territoire, c'est dit, il faut qu'on fasse revenir le Grand Prix en France. Donc il revient en 2018. On est un GIP. Aujourd'hui, c'est une forme assez classique, organisation sportive pour des événements de grande ampleur, hein. Les Jeux 2024, la World Cup de rugby sont sous ce format, sous cette structure juridique GIP. Et donc le Grand Prix revient en 2018, et du coup mon boulot, c'est quoi? Je fais une transition très rapide, mais directeur de la communication, j'ai plusieurs objectifs. Moi déjà, je suis arrivé après une année compliquée 2018 où il y avait des bouchons, il y a eu beaucoup de bouchons. Je sais pas si. Ouais. Comment ça, des bouchons pour aller au Grand Prix? Ouais, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes d'accès en fait au Grand Prix en 2018, victime de son succès. Et moi, j'arrive en 2019 où une édition réussie commercialement, mais compliquée sur la fin de l'édition pour des gens qui sont restés bloqués pendant un petit moment. Et donc j'arrive à un momentum où on doit un peu tout analyser, pas tout reconstruire, mais tout modifier et réinsuffler une image positive basée sur des actions à notre clientèle. C'était surtout sur l'aspect, comment dire,
expérience spectateur où ça avait été, pas très bien vu. Et donc, en fait, ta première communication, c'était pas de dire c'est trop bien d'avoir le Grand Prix de France de retour avec du spectacle. C'était vous allez vivre une belle expérience. Ça a été ça ton premier message finalement. Ça a été ça, et puis surtout que c'était surtout vous allez vivre une super expérience où vous aurez plus de problématiques liées à la mobilité. Ça a freiné beaucoup de gens. Donc on a fait une année 2019 bien, mais on aurait pu en faire une meilleure. Voilà. Et donc 2020 Covid annulé, ce qui nous laisse l'année dernière 2021 et cette année 2022. Moi, l'intégralité de mes tâches, la première, c'est d'aller vendre des billets au final. C'est vraiment de la stratégie marketing et de la stratégie com dédiée aux ventes. Et quels sont les canaux que vous utilisez pour vendre ces billets du coup? On va utiliser toute une série de canaux. Alors on va faire beaucoup de choses en digital. En fait, si tu veux, on a une idée de notre typologie de clients, donc on peut aller vraiment cibler des gens qui peuvent avoir de l'intérêt pour la Formule 1 en France. On fait de la programmatique, on va faire du retargeting, on rentre vraiment dans la spécificité, mais on va aller s'affilier, on va créer des opérations dans ce sens-là, on va faire des partenariats médias, on va faire des partenariats avec des nouveaux médias, on va créer des partenariats commerciaux avec des entités. Là, un exemple, on a fait une grosse opération avec Venturismo 7, par exemple. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une opération avec des NFT. On va aussi travailler beaucoup sur les social media. On se rend compte que aujourd'hui, ça marche très bien, et depuis Netflix, il y a de l'appétence pour ce type de contenu. Donc, on va travailler beaucoup là-dessus. Et après, on a d'autres développements pour les ventes, mais qui rentrent pas trop dans mon scope, qui sont liés au tour opérateur, à des distributeurs classiques, Fnac, etc. Ok. Tu as parlé pas mal d'activation. Alors, tu as cité notamment un projet NFT. Donc, vous utilisez différents canaux et différentes innovations aussi. Ça consiste en quoi? Tu veux nous en dire plus? Peut-être sur ce projet NFT, on peut déjà l'aborder, ou même sur d'autres projets que vous mettez en place cette année? Ouais, on peut l'aborder. En fait, si tu veux, j'ai été contacté par une startup qui s'appelle InRift, qui m'a présenté leur création, qui était des wearables, qui sont des vêtements en NFT, en format NFT. Et si tu veux, en discutant avec eux, j'ai trouvé qu'il y avait une belle opportunité à créer, en tout cas, une collaboration. Pourquoi? Parce que déjà j'avais un enjeu de com, je trouvais ça assez intéressant en tout cas d'aller sur ces nouveaux sujets-là, et nous en tant que Grand Prix de Formule 1 s'associer à des nouvelles technologies, innovations, etc. Ça colle totalement à nos valeurs, et avec nos valeurs. Et en plus, tu as pu le voir aujourd'hui, je crois que toutes les Formule 1 ont un partenaire blockchain ou NFT ou crypto sur leur monoplace, donc ça collait parfaitement à l'ADN Formule 1. Et deuxièmement, il y avait forcément aussi un intérêt commercial. Un intérêt commercial, alors c'était pas forcément pour générer du revenu, mais pour aller chercher une autre cible, c'est-à-dire s'intégrer dans une autre dimension. Aujourd'hui, on sait que ce sont des sujets qui sont particulièrement appréciés des générations Z, des générations alpha, et moi j'avais envie de faire connaître le Grand Prix de France à ce type de population-là, qui seront sans doute les clients de demain, et qui seront les personnes qui viendront en Grand Prix demain. On a créé un système de Golden Tickets, Charlie et la chocolaterie, où tu auras 111 vestes, t'en as 100 classiques, t'en as 11 premium, et t'en as 11 et t'en as une gold. En fait, ces vestes-là, tu vas acheter ton NFT, c'est le prix d'une place, il n'y a pas de prix supplémentaire. Sur ces 111 billets qu'on va vendre plus NFT, tu auras la possibilité de vivre une expérience plus intéressante sur 10 NFT lors du drop, donc au hasard. Tu auras en fait, tu seras surclassé, et tu auras un NFT sur ces 111 qui sera où tu seras super surclassé, et tu auras la chance de visiter le paddock. Et donc on voulait créer une expérience originale et complètement unique
lors de cette association. Et en plus, on va aller plus loin, c'est qu'on va créer les vestes en fait. Donc, tu auras un reward physique, c'est-à-dire que les personnes qui vont aller, qui auront été gagnants à la loterie, les 10 plus celles qui sont dans le paddock, à la fin, en fait, vous allez lui rendre quelque chose de physique au moment où ils vont venir. Ouais, tout à fait. On va leur rendre quelque chose de physique. Bon, maintenant c'était une surprise. Bon, j'espère qu'ils nous écouteront pas, mais c'est pas grave. Mais je trouvais, en fait, si tu veux, le fait d'aller sur du 360 degrés, d'aller du virtuel au réel, et en passant par la fan expérience, en allant chercher des nouvelles communautés, et même en créant du business, je trouvais que tout se concordait bien dans ce projet-là pour avancer en tout cas, et prendre le risque. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce qu'au final, je trouve que le risque, tu vois, il est assez limité dans le sens où en fait, le NFT devient juste un nouveau mode de faire du ticketing. C'est comme si c'était un billet, sauf que tu l'adosses à une technologie blockchain où tu as d'autres choses qui peuvent être mis dessus. Donc en fait, pour vous, c'est peu de tickets parce que ça va être une centaine avec un peu de reward et tout. Donc le risque, il est assez limité et en fait, ça nous permet de faire un super test et use case en termes de pilote sans forcément vous mettre dans le rouge ou sans forcément faire quelque chose de trop large d'un coup. Donc c'est hyper smart en fait. Ouais, mais t'as totalement raison. Alors voilà, c'est vraiment c'est pas péjoratif ou méchant ce que je vais dire, mais j'ai des collaborateurs qui sont plus âgés que moi, j'ai un directeur général qui est plus âgé que moi, et si tu veux créer cette opération là qui est très simple, me permettait d'aller dans le futur, pouvoir imaginer auprès de ses collaborateurs de développer d'autres solutions en NFT qui nous permettraient de régler des problèmes de sécurité, de régler des problèmes de second marché, de billetterie par exemple. Et moi, ça me permettait via un use case très simple, d'intégrer la dimension NFT au sein de l'organisation. Ouais, d'évangéliser aussi en interne, et c'est vrai que c'est un réel sujet. En plus, tu as parlé d'intérêts qui sont au-delà de l'économie, hein, niveau sécuritaire, niveau authentification, effectivement, de transactions ou de différents biens. Si tu prends après au global cette expérience et les expériences, comment dire, annexes que vous créez pour communiquer autour du Grand Prix de France, comment elles sont perçues aujourd'hui par votre fanbase? C'est-à-dire, vous avez, comment dire, vous ciblez une fanbase qui est quoi? C'est du hardcore fan F1, vous essayez de ramener des familles, vous avez siloté des stratégies de communication différentes, parce que là, tu me parles des NFT, donc de toucher une population jeune, plutôt orientée digitale. Comment vous allez, quel est le scope d'activité que vous avez autour, en fait? Parce que j'imagine que ça, c'est que une toute petite activation parmi plein d'autres. Votre stratégie, elle est établie comment? Bah déjà, on établit notre stratégie comme toute autre entreprise, sur les produits qu'on a à vendre. Ouais, bien sûr. Nos produits sont uniquement des tickets sur un jour, 2 jours, 3 jours. C'est aussi en fait, là, avant on avait une stratégie de communication très globale, sans pouvoir cibler parce qu'on n'avait pas les produits qui pouvaient correspondre à d'autres typologies de clientèle. On a eu un développement fort de la billetterie avec l'intégration de nouveaux produits, et aujourd'hui en fait il y a eu un développement de produits qui nous permet d'aller cibler des populations particulières. Je te donne un exemple. On a développé un produit 16-25. Donc vraiment, on va aller chercher des jeunes où ils achètent à plusieurs copains, ça leur coûte moins cher, etc. On a développé un produit qui n'existait pas, vraiment dans le hardcore fan, tribune Pierre Gasly, tribune d'un pilote autre, bien un autre pilote français qu'on n'a pas annoncé, mais bon, je pense qu'on a compris qui c'était. Normalement, oui. Vous ne direz rien. Une fois qu'on a, en fait, si tu veux, ça a été aussi une des choses chez nous qui a été super intéressante post 2019, et voire même l'annulation de notre Grand Prix liée au Covid. En fait, elle nous a permis vraiment de traiter des sujets de fond et de développer toute une batterie de choses qu'on n'avait pas eu le temps de développer. Et donc, sans bon catalogue produit, moi, ma stratégie de com, elle était très fade. Et ça coûtait même, vu que tu étais obligé d'aller dans de la noto forte, sans pouvoir cibler avec le bon produit, ça te coûtait cher. Aujourd'hui, en fait, on sait que voilà, on bosse avec des partenaires médias pour aller privilégier, qui s'occupent qui ont un lectorat de telle audience.
On va Ça les t'a vendre. donné le temps, en fait, c'est ça? C'est ça que t'es en train de dire, c'est que la pandémie, ou en tout cas le fait d'être annulé, est-ce que ça t'a permis de poser un peu plus une strat? Parce que de ce que tu racontes, tu vois, enfin, pour nos auditeurs, j'imagine, tu sais, quand tu penses à un directeur communication, tu peux penser au sens traditionnel du terme, un peu à RP, aussi journaliste, enfin, ça, j'imagine qu'il est aussi dans ton scope, mais là, c'est vraiment aussi, il y a le côté très marketing, limite très proche des CRM. Enfin, c'est vraiment limite une stratégie CRM et limite d'acquisition de nouveaux customers, quoi. Donc en fait, c'est hyper intéressant. Et ce que tu dis, c'est la pandémie vous a permis un peu plus de réfléchir ou en tout cas de mieux prioriser ou de stratégiser un peu ces différents objectifs. Ouais. Bah, clairement, en fait, il faut savoir qu'on est une petite équipe de 20 personnes à l'année, qu'il y a encore des gens qui me disent, c'est pas possible que l'organisation d'un Grand Prix ça te prenne un an. Mais on n'a pas parlé de mes expériences passées, mais je travaille plus que quand j'étais sur tous les Grands Prix en tant que responsable média pour la FIA. Je t'assure que je travaille beaucoup plus. Alors, pour l'anecdote, pour nos auditeurs, il faut savoir que là, Pierre est au ski en ce moment même. Donc, il est peut-être en train de nous mentir. Écoute, j'ai skié 2 fois depuis le début de cette soi-disant semaine de vacances. Et tu vois, je suis avec vous mon dernier jour de ski à 16h30. C'est vrai que t'es quand même gentil au lieu d'être au bar d'altitude, tu es avec nous pendant un petit Et moment. du coup, on est une vingtaine de personnes à l'année. Ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, c'est pas énorme. Et que on est très souvent dans l'opérationnel et dans la réactivité. Et pour nous, voilà, le fait d'annuler ou d'être contraint d'annuler. Quelques jours très difficiles parce qu'on avait tout prévu, on avait tout organisé pour l'édition 2020. Mais si tu veux, on a saisi ça comme une opportunité. J'ai passé 2 mois à refaire toute l'identité visuelle, à réfléchir à toute l'identité du Grand Prix de France, son image, son positionnement, à travers cette identité, ce qu'on avait envie de véhiculer, ce qui correspondait à nos parties prenantes. Avec mon collaborateur de la billetterie, on a réfléchi à des nouvelles stratégies de promotion des ventes. Lui, il a réalisé des études quali et quanti. Toutes ces choses-là, par exemple, qui sont des détails et qui peuvent paraître des choses classiques à toute organisation. Nous, on n'avait jamais vraiment eu le temps de se poser et de prendre le temps de les faire. Donc, on bâtissait des stratégies dites classiques qui fonctionnaient. Mais aujourd'hui, les stratégies qu'on bâtit, elles sont beaucoup plus héroïstes parce qu'on a eu ce temps à sa disposition que peu de gens ont, parce que tu es toujours dans l'urgence, parce que tu dois faire du chiffre, tu y vas à fond, parce que tu es dans la réactivité, etc. Donc, un super bon moment de avril à, tu vois, on a même bossé tout l'été, on s'est fait des séminaires dans tous les sens. Juillet et août, on n'était pas en vacances, on était en train de bosser tous ensemble pour préparer l'édition 2021. Ça, ouais, non, c'est hyper cool. Et puis, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les organisations sportives, ce côté où t'arrives pas à sortir la tête de l'eau parce que t'es tout le temps en train de voyager ou en event et dans la livraison, en fait, de ce que de tes droits et de tes différentes organisations, enfin, de tes différentes compètes. Donc, ouais, ça fait complètement du sens. Et j'étais en train de me demander, et du coup, vous, en fait, en tant que Grand Prix historique, ça a été quoi, enfin, sans nous divulguer forcément toute la secret sauce et puis un peu vos résultats, mais c'est quoi un peu qu'est-ce qui est sorti un peu de ce constat ou de ces études démographiques ou de vos research quantitatives et qualitatives et comment le positionnement Grand Prix de France aujourd'hui, c'est quoi à peu près sa force ou là où vous voulez aller entre guillemets? Écoute, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une population assez âgée. Enfin, je vais me faire tuer encore. Assez âgée. Non, c'est pas du tout le mot que je voulais dire. Une T'en fais population. pas, toutes les organisations sportives ont une population assez âgée et en général, elles ont pas de first party data, donc tu vas pas te Ouais. faire tuer, je pense. Non, mais parce que si je te dis que pour moi 40 ans c'est assez âgé, je vais me faire tuer par les auditeurs. Parce que j'ai pas du tout 40 ans en fait, c'est pour ça. Non, mais en fait c'est quelque chose de très global à la Formule 1. La moyenne d'âge du spectateur et la moyenne d'âge du téléspectateur, elle était très très vieillissante. On en arrivait avant Netflix à être dans l'ordre je crois, du téléspectateur qui avait 48 ou 50 ans d'âge moyen, pour te dire. D'où Netflix par la suite, mais on y reviendra peut-être plus tard. Nous, on rentrait à peu près dans cette typologie-là. Hein. On était dans du 45, 42 ans. C'était des gens qui avaient connu à l'époque Manicourt. C'était des gens qui avaient connu la F1 en clair sur TF1. Ce sont des gens qui avaient besoin de revivre
ces expériences-là Formule 1. On a décelé ces informations-là, et puis on a décelé aussi, bon ça on les avait déjà en data, mais que on était très très local en fait, très très région sud, très à proximité, et beaucoup d'hommes, principalement des hommes. Et aussi ces études nous ont révélé que nos acheteurs avaient une image très élitiste de la Formule 1. Le prix était très très élevé. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Les Parisiens, sans aller consulter notre site, ils pensaient que le prix de ils donnaient un prix moyen de place 4 fois supérieur au prix qu'on pratique aujourd'hui pour venir au Grand Prix de France. Pour te dire à quel point c'était cher. Sur une base de 200 €, ils pensaient que le billet en valait 800. Donc, il y avait beaucoup de freins de ce côté-là. Et c'est quoi le panier moyen à peu près d'un fan qui vient au Grand Prix? Alors, juste billet, c'est entre 2 et 300 €. Ok. Et après, en consommation, si tu prends le panier global avec le merchandising, food and beverage, etc. On ne l'a pas en détail. C'est sur des choses sur lesquelles on travaille. C'est un peu compliqué de l'évaluer aussi, vu que tu as beaucoup de personnes, en tout cas, qui viennent de la région. Donc on n'est pas allé aussi loin dans l'étude, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler, mais c'est quand même un certain coût. Donc comment tu rends notre stratégie en voyant ça, c'est comment tu rends la F1 plus accessible, comment tu la rends plus nationale, parce que c'est pas uniquement le Grand Prix de la région Sud, hein, c'est le Grand Prix de France de Formule 1. Comment tu vas chercher des personnes qui sont en dehors de ta fanbase classique ou ta fanbase de l'époque du dernier Grand Prix de 2008 à Manicourt. Comment tu vas chercher des gens qui viendront au Grand Prix, et vraiment c'est une volonté de se dire, juste pour dire j'y étais, à la limite la F1 deviendrait un prétexte stratégiquement, en fait c'est ce qu'on a envie de faire. C'est que la F1 devienne juste une des activités de ton week-end. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir répondu totalement à tes questions, Jean-Baptiste. Ah si, carrément. En fait, c'est hyper intéressant de voir votre point de départ sur justement votre typologie des fans et comprendre vos freins. Et après, du coup, comment vous y répondez et tout. Et du coup, pour moi, là, ce qui serait intéressant d'entendre, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place du coup. Tu disais c'est très localisé, les prix, enfin, étaient perception très haute. Du coup, c'est que vous avez mis en place, bon, je t'en ai parlé un peu au début, de cette stratégie omnichannel où vous avez fait différents partenariats. Donc, j'imagine que vous êtes allé voir différents partenaires pour rajeunir cette fanbase, peut-être aller taper dans d'autres territoires pour leur expliquer qu'ils pouvaient aussi faire partie de ce Grand Prix de France et que c'était pas que à la région sud-est ou dans une localité très proche. Mais tu vois, c'est intéressant de voir toute cette démarche et comment dans ton équipe, en fait, c'est des choses qui peuvent être aussi répliquées par potentiellement certaines personnes qui nous écoutent. Tu vois, je me mets dans les choses d'un autre directeur com dans une autre organisation sportive. En fait, c'est hyper intéressant de voir tout le travail et tout le boulot que vous avez fait du point de départ, de comment vous avez essayé de changer et les ingrédients que vous avez mis dedans, quoi. Donc c'est intéressant. Moi, surtout que tu te dis que tu pars en fait finalement presque d'une feuille blanche il y a 4 ans. Exactement. En fait, voilà, tu pars d'une feuille blanche parce que tu peux même pas compter 2018. 2018, je veux dire, t'avais tous les médias qui te faisaient surfer sur une vague énorme parce que t'es le retour du Grand Prix de France. Donc en fait, je dirais que même cette base, elle est pas nécessairement exploitable en fait. Je pense que la première base qui était un peu plus saine, c'était en 2019 où malgré les problèmes de mobilité, t'avais déjà une typologie de clients qui ressemblait davantage à ta fanbase et ce qu'elle était et comment tu la faisais évoluer et comment tu l'as essayé de l'enrichir. Et justement sur cette fanbase, bon, on a parlé de population vieillissante, on a bien sûr cité Netflix. Vous arrivez à capitaliser sur ce que met en place la Formule 1 de son côté. Ils vont consulter aussi. Comment c'est, parce qu'il y a on va dire qu'il y a une communication à 2 étages. Il y a la Formule 1 qui communique d'un côté, qui a un intérêt à communiquer sur le Grand Prix de France, et vous avez intérêt à utiliser l'image de la Formule 1 pour rayonner aussi. Donc ça se passe comment cette relation? Bah écoute, cette relation, nous on est en contact de façon pas quotidienne, mais presque avec les équipes de Formula One. Après, il faut savoir que Formula One te laisse quand même une liberté dans ta stratégie, pas en termes de contenu et d'image, mais plutôt
des choix stratégiques que tu vas faire. Tout simplement parce qu'ils ont raison de considérer qu'il n'y a pas mieux que le promoteur local pour aller développer le marché, son marché ticketing, ou en tout cas aller vendre ses billets. Mais l'objectif de Formula One, c'est pas uniquement de vendre ses billets, mais il sait que le promoteur local va faire parler de Formule 1 de la meilleure des façons possibles, étant donné qu'il est connecté. Nous, on essaye de se rapprocher un maximum de l'image de la Formule 1 en gardant notre identité. Et ça correspond à certains choix stratégiques, comme notre accroche, c'est la Summer Race, mais parce que t'as la Fiesta Race à Mexico, t'as la Night Race à Singapour. Et puis nous, ça faisait sens de l'appeler comme ça. Voilà, c'est un exemple. Hein. Mais on va dans cet esprit Formule 1 et même en termes de contenu, on va essayer de se rapprocher, je pense, dans les années à venir, si on a la chance d'être renouvelé, d'une stratégie de contenu comme Formula One fait. Mais oui, il y a des échanges quotidiens, presque quotidiens, à tous les sujets avec eux. Tu me parlais de Netflix. Ouais. Alors. Ouais, Netflix, nous sur les ventes, on est certain qu'il y a eu, je veux dire, quand on voit les datas qu'on avait sur Google Analytics entre 2019 et aujourd'hui, on a clairement un rajeunissement de nos consultations. C'est pas unique. J'aimerais bien dire que c'est lié uniquement à mon département et à la promotion des ventes. C'est pas vrai. C'est lié particulièrement à Netflix, qui a quand même permis d'apporter la Formule 1 auprès de jeunes générations et de la faire découvrir. Tu vois, avant de ce podcast, je te disais que quand j'étais tout seul à la cour de récré à parler de Formule 1, quand je rentre à la FIA en 2015, personne ne sait ce que c'est. Quand je travaille avec Jean Todt pendant 2 ans, les gens en ont entendu vaguement parler. Ah oui, c'est un type qui était dans la Formule 1. Aujourd'hui, si tu veux, je reçois un nombre incalculable de messages sur LinkedIn de jeunes qui cherchent des stages et je les recevais pas quand j'étais à la FIA et je les recevais pas au début de mon expérience Grand Prix de France. Donc oui, ça a aidé. Les victoires des pilotes français ont aidé, Gasly et Ocon. On est sur un produit qui est en train de mûrir. Je pense qu'il a encore un peu de marge, mais la F1 est vraiment dans la hype en ce moment et ça nous a aidé pour les ventes. Et à contrario, ça c'est quelque chose que j'aimerais, il faut que je le mentionne, c'est nous aussi on peut analyser le fait que c'est pas uniquement dédié à ça, d'accord. C'est important de dire que les choix de produits, les choix d'animation, les choix d'expérience fan, aujourd'hui ça compte pour plus de la moitié de nos ventes sur de la fidélité, sur du nouveau fan qui veut venir. Elles sont liées à nos actions à nous. Elles sont pas liées uniquement à l'effet de mode. Ouais, tu as utilisé un mot important, fidélisation. C'est-à-dire que venir une fois, c'est bien. Venir de manière récurrente, c'est mieux. Ouais. Je peux pas te donner, en tout cas, si tu me le demandes, je l'ai pas en tête le taux de gens qui reviennent. Non, mais en tout cas, du coup, dans ta stratégie, ton but, c'est que l'expérience soit suffisamment inoubliable pour avoir envie de revenir l'année prochaine. Ouais, exactement. Et puis, on a envie voilà, dans le futur, c'est pourquoi pas. Aujourd'hui, on est à 65 000 personnes par jour. Dans le futur, c'est aussi d'imaginer d'augmenter cette capacité maximale d'accueil. On sera sold out cette année. D'ici quelques semaines, on sera sold out en projection. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à créer notre notoriété et à continuer à promouvoir le produit Grand Prix de France et le produit Formula One sur le territoire pour être sûr de pouvoir remplir si on augmente les jauges. Quand tu dis augmenter, tu parles juste en présentiel dans le monde réel. Vu que tu nous parlais un peu de NFT, est-ce vous avez cette idée potentiellement de créer un stand ou une réplique un peu virtuelle de ce que pourrait être le Grand Prix de France à moyen terme? Enfin, j'en sais rien. Là, je digresse complètement. Hein. Non, mais écoute, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis en contact là cette semaine. Voilà, je ne faisais pas du ski, je travaillais et j'ai eu pas mal de, j'ai eu 3 interventions. Enfin, j'ai eu trois discussions différentes avec justement des nouveaux opérateurs qui se lancent sur le marché et qui sont vraiment très sport auto et métaverse pour le coup. Donc voir ce qui serait imaginable en virtuel, y apporter du partner ou même moi y apporter de la présence, c'est-à-dire y être juste présent pour faire de la promo,
soit faire de la promo, soit donner accès au Grand Prix de France via ces entités. Donc il y a des discussions, mais c'est encore un peu tôt. Mais pourquoi pas, tu vois, après, comme on le disait, le fait d'avoir déjà mis d'avoir déjà monté une première marche sur la partie NFT au sein de l'organisation. Aujourd'hui, on est déjà plus engagé sur ces sujets. Ouais, je voulais pas mettre le mot métaverse forcément, mais c'est bien que tu le mentionnes. Et je profite avant de laisser Dave rebondir sur d'autres questions. Moi, sur ce que tu disais avant, je voulais savoir si au-delà de Netflix et puis le fait que vous avez une vraie stratégie de fidélisation, mais le fait qu'il soit potentiellement un peu loin, quel est le rôle pour toi par rapport à Canal+, tu vois, du broadcaster qui a été retenu par la F1, mais qui a tout un storytelling, qui essaye de mettre en place une nouvelle ligne éditoriale entre guillemets, qui essaye de parler avec des athlètes. Vous, tu t'as senti cet impact? Vous avez des relations directes avec eux pour créer quelque chose autour du Grand Prix de France sur votre Summer Race, ou ça reste encore trop loin pour toi? Non, que Canal+ fait partie depuis le retour de la Formule 1 de partenaires très forts avec qui on travaille de façon hebdomadaire. Voilà, que j'ai eu la chance d'aller au test à Bahreïn la semaine dernière. J'ai passé deux jours avec Thomas Sénécal qui est le directeur, prochain directeur des sports, mais on a passé du temps à échanger. Mon directeur général Eric Boulier va participer à 5 émissions dans l'année. Il sera dimanche sur Canal+. On va réaliser, on est en contact de façon quotidienne, hebdomadaire pour réaliser des opérations lors du Grand Prix de France, en amont du Grand Prix de France, après le Grand Prix de France. Il y a un accompagnement fort des équipes éditoriales et une vraie volonté qui dépasse même le stade business. Aujourd'hui, toute l'équipe de Canal+, d'une part, réalise un contenu, c'est peut-être les meilleurs du monde. Et je peux le dire parce que je les ai toutes vues, les télés. Et ça a été mon métier pendant 2 ans, donc c'est éditorialement avec l'équipe, c'est les meilleurs du monde. Et puis ils ont une vraie ferveur pour le Grand Prix de France. Voilà, que ça soit Julien Febro, que ça soit Laurent Dupin, Marco Lafitte. Vous verrez que si vous suivez les Grands Prix, à chaque Grand Prix, ils ont une petite pensée pour le Grand Prix de France. Et on a une forte collaboration et c'est ultra important. D'être solidaire. Ouais, c'est normal, et comme tu dis, on a fait déjà un podcast avec des personnes de chez Canal, avec Sébastien et Mathieu qu'on salue, et ils ont toujours une stratégie d'innover sur, comme tu dis, le contenu, l'accompagnement, les relais antennes. Donc c'est intéressant, et on parlait de Netflix, mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs français, on a la chance d'avoir un diffuseur qui achète des programmes et qui les valorise. C'est assez intéressant. Sur la suite, j'aimerais juste on a beaucoup parlé de la préparation de l'événement, de la communication, etc. Un petit peu de l'événement en lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que souvent, on dit, c'est passé, ça y est, plus personne n'en parle. Mais vous, j'imagine que c'est pas fini, vous avez encore du travail, vous avez encore des choses. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'événement est passé? En vrai, on prend un tout petit peu de vacances. Et parce que ça tombe toujours bien, en fait, le Grand Prix de France. On prend des vacances après. C'est la course de l'été. Non, vraiment, déjà on part pas le lendemain du Grand Prix, on part pas le soir du Grand Prix, on reste quelques jours. Grosse phase de débrief. Il y a une grosse phase de débrief et puis une grosse phase d'analyse de données. On va être sur de l'étude, sur de la data, sur de l'analyse de retombées médiatiques, sur de l'analyse de retombées économiques, moi j'ai aussi une autre fonction au Grand Prix qui est lié principalement, j'ai un autre rôle qui est le développement durable et comment intégrer ces choses-là au Grand Prix de France de Formule 1. Alors peut-être qu'on aura le temps d'en parler ou pas, mais c'est un gros sujet sur lequel je bosse et ça va être aussi important cette année. Et une fois que t'as créé ces retombées, nous étant organisés de toute façon sous la forme d'un GIP, on a aussi toute une partie administrative qui est lourde et qui est importante à gérer. On a toute une batterie de marchés publics à relancer. Et bien sûr, on se prépare stratégiquement, commercialement, communication, voilà. Tu tournes, finalement, tu conclus vite pour déjà aller sur la saison suivante, quoi. Ton autre rôle au sein du Grand Prix de France, concernant la RSE. Donc bon, nous on a un petit peu travaillé le sujet avant quand même, et donc vous avez
était l'unique GP, si je dis pas de bêtises, à détenir la certification environnementale 3 étoiles l'année Ouais. dernière. Alors déjà, c'est quoi être responsable RSE d'un Grand Prix et l'engagement d'avoir cette certification environnementale, elle se traduit comment concrètement? Alors, être responsable de cette partie-là pour un Grand Prix, déjà, ça peut paraître complètement antinomique quand tu imagines des Formule 1 et d'avoir une dimension éco-responsable. Ce que je peux entendre, ce que je peux comprendre comme première impression, mais je vous assure on est très très loin sur beaucoup de sujets et qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer de nous. Enfin voilà. Euh, Moi, j'ai surtout un rôle de coordination sur ces sujets-là. Euh, C'était déjà dans l'ADN du retour du Grand Prix qu'il y ait cette dimension-là quand le Grand Prix est revenu en France. Et particulièrement au circuit Paul Ricard qui est dans une zone assez préservée, il était hors de question qu'on prenne pas ces sujets à cœur. Et puis enfin, je vais te dire c'est une vraie vérité, c'est que au sein du Grand Prix de France, chaque directeur de département a vraiment cette fibre-là, a vraiment cette envie d'aller loin, que ce soit sur de l'éco-responsabilité ou du social. C'était déjà vraiment dans l'ADN des personnalités qui composent les équipes du Grand Prix de France. Donc ça n'a pas été très difficile dès le début sur la construction des nouveaux projets. Il y a toujours eu cette intégration-là. Ça passe par des idées, ça passe par des mises en application d'idées, ça passe par des décisions aussi légales et juridiques. Par exemple, dans nos marchés publics, dans tous nos marchés, on met une cotation sur l'éco-responsabilité du prochain partenaire avec qui on va travailler. Et puis 2018 a été aussi un petit peu un déclic quand on a tous ces problèmes d'accès et de mobilité pour accéder au Grand Prix et qu'on trouve les solutions en 2019 et qu'on développe ces solutions-là. En fait, on a voulu corriger un problème qui était lié à l'accès et on s'est rendu compte qu'en fait on divisait de manière incroyable nos émissions de carbone pour notre événement, et en prenant en compte une dimension qui est rarement prise en compte par les grands événements sportifs sur le territoire, qui est la notion de déplacement spectateur. Où cette année, on va aller encore plus loin, on va clairement presque interdire, enfin, voilà, on va limiter un maximum le nombre de véhicules sur place, avec un développement d'un plan basé... Enfin, c'est un plan qu'on n'élabore pas tout seul, on travaille avec des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, dans l'analyse de data. Et donc voilà, toute une batterie d'éléments, toute une batterie de que ça soit sur du social, sur du parcours de vente, sur des dons. On est sur du food and beverage. On est intégré ces sujets-là à tous les départements du Grand Prix. La prise de conscience comme ça, que ce soit RSE ou même des best practices de communication, je pourrais te poser la même question. Vous le partagez avec les autres Grands Prix, c'est-à-dire que si par exemple toi ta gestion des flux elle est à un moment problématique ou vous développez des nouvelles stratégies, vous avez à un moment des échanges avec, je sais pas, Silverstone ou d'autres Grands Prix? Bien sûr, si tu veux, aujourd'hui, l'intégralité des promoteurs, ils sont au courant de nos actions, de nos activités, et ça m'est arrivé, effectivement, d'échanger avec d'autres organisateurs du Grand Prix. J'ai un exemple en tête. J'ai échangé beaucoup avec les organisateurs brésiliens, par exemple. Donc oui, il y a un intérêt. Et pourquoi il y a un intérêt, c'est que ça devient de toute façon dans le plan de développement stratégique de Formula One, ça deviendra un critère essentiel au renouvellement de contrat pour les organisateurs de Grand Prix. Donc c'est important que ces sujets-là soient traités, et voilà, il y a des objectifs à 2025 et 2030 qui sont imposés par Formula One. Et ma visite au test de la semaine dernière, j'ai eu un gros point sustainability avec les équipes de F1. Ouais. Ouais, je vois. Et donc du coup, Interlagos du coup au Brésil, parce qu'il y a aussi des problématiques justement de mobilité là-bas. Et donc c'est la Formule 1 qui vous fournit toutes ces infos sur OK, tel Grand Prix a telle problématique. Voici les best practices à suivre parce que eux sont des modèles en RSE ou autre sujet. Ou c'est juste vous de votre propre initiative qui prenez contact avec les bonnes personnes? Je t'avoue que nous, depuis 2018, on avait en fait pris des initiatives basées sur ce qui pouvait se passer dans l'écosystème des grands événements sportifs et en France. La France a la chance d'être un pays quand même qui est assez actif sur ces sujets-là dans la politique globale, pas uniquement sur le sport.
nous on avait un peu devancé Formula One, c'est-à-dire que eux ont édicté une stratégie il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, où ils te donnent les best practices, où ils te donnent beaucoup d'éléments et c'est eux qui te donnent des conseils, mais basés sur d'autres événements internationaux. Forcément, ils ont dû s'inspirer un peu de nous. Et moi, mes confrères, on va dire, éloignés du Brésil, c'est eux qui me contactent directement en fait. Ouais, échange de bons procédés. Pierre, j'ai une dernière question pour toi. Si on voit le Grand Prix de France t'as mentionné 2030 alors pour carbone neutral, mais on pourrait en parler pour d'autres sujets. C'est quoi un Grand Prix dans 10 ans? Tu le vois comment? Tu vois plus de visibilité média, tu vois une expérience où le Grand Prix, alors tu l'as cité à un moment en disant que le Grand Prix fait partie d'une expérience dans un week-end. C'est quoi le Grand Prix de demain pour toi? C'est une bonne question. Le Grand Prix de demain, on vient d'en parler, mais c'est un Grand Prix qui intègre ces éléments-là de sustainability, et je pense que ça va être fondamental pour l'avenir. Le Grand Prix de demain, c'est peut-être un Grand Prix en physique et en digital. C'est peut-être avec des nouveaux modèles, mais aujourd'hui il y a tellement de nouvelles choses qui se développent qu'on pourrait imaginer tellement d'activations supplémentaires, de façons de vivre le Grand Prix sur place ou de chez soi. J'espère aussi, et là cette année, beaucoup d'évolutions sur les réglementations, mais beaucoup plus de sportivité avec voilà, la FIA a mené un bon travail avec Liberty Media, et cette année normalement il devrait y avoir un peu plus de bataille sur la piste. La F1 comme un sport intergénérationnel, et un sport qui ne disparaît pas, et à éviter aussi certains raccourcis sur la F1 qui serait peut-être pas comment dire, qui pourrait être à contre-courant sur aujourd'hui les politiques globales de développement durable. Il y a de la pédagogie à faire dans 2030. J'espère que les gens sauront exactement comment fonctionne une Formule 1, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que c'est un moteur hybride avec un moteur électrique, ramener une voiture de série, c'est comme si ta Clio elle consommait 0,1 litre par rapport à la puissance générée. Donc voilà, je vois une F1 plus ouverte, plus pédagogique, plus omnimédia, du virtuel, du digital, et qui aussi ça c'est un autre truc qui me tient à cœur, mais qui permettent aussi de faire accéder à des pilotes qui n'ont pas d'argent à ce sport, et qui se battent tous les jours pour y accéder. Ouais. Merci Pierre pour ce mot de la fin. Je pense que ça nous donne une belle vision de ce qui nous attend pour les prochaines années. On a hâte de voir ça. Est-ce que toi tu as un dernier mot à ajouter pour nos auditeurs? Venez au Grand Prix de France. Venez, c'est important. C'est important de soutenir cet événement-là qui est en renégociation de contrat. J'ai pas d'informations aujourd'hui à vous donner plus précisément, mais le but c'est de le garder en France, et que c'est un événement qui est je sais pas si j'y serai encore dans les années à venir, mais c'est un événement qui, parce qu'on est français, mérite de rester en France. Voilà. Tu donnes les dates pour nos auditeurs? Alors c'est du 22 au 24 juillet 2022, circuit Paul Ricard à côté de Marseille. Alors on se donne rendez-vous fin juillet au Castellet, et en tout cas merci, et j'espère que nos auditeurs auront apprécié cet épisode. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.